Un titre. Ah, pourquoi il plante au moment où c'est supposé. Ah, il me Non, dit non, live non, sur Facebook. voilà, Ah bah alors si c'est pas si ça marche, ça y est. ça a l'air de fonctionner cette fois-ci. Voilà. Je regarde, je contrôle. Ça fonctionne. Celle ou celui qui serait là et qui nous voit, un petit coucou. Priez de percer l'écran pour nous faire un coucou. Ah bah voilà, on a déjà une personne, ça va très très vite. Et ben voilà. Bonjour à Donc vous, c'est lui qui aura percé l'écran pour nous faire un coucou. Bonjour à tous. Tiens, j'ai bonjour aujourd'hui, d'habitude je dis pas bonjour. Je suis pas polie. on rentre directement dans le vif du sujet. C'est Bam! ça. Toujours efficace. Bon, aujourd'hui on parle d'authenticité, argument marketing, dernier cri ou reflet d'une réalité. Je te laisse commencer, Patricia. Ah bah voilà, tiens, je sais pas pourquoi je m'en doutais aujourd'hui. Ça va être pour moi. J'irai sur la partie business ensuite. Voilà. Ouais. Alors, l'authenticité. Tout le monde vous vend l'authenticité. Et puis, on s'aperçoit de quoi quand on va creuser. L'authenticité, elle commence par pas mentir sur son parcours. Enfin, je pense. Elle commence par être honnête sur ce qu'on va détailler, sur ce qu'on va vous mettre en avant, sur ce qu'on vous dit, sur ce qu'on vous montre. D'ailleurs, pas vous montre, sur ce qu'on vous montre. Oh, le lapsus C'est révélateur. intuitif, ça. Ouais, voilà, le lapsus. On vous ment! On vous ment, exactement, on vous ment. Et puis on s'est aperçu avec Michael en détaillant les profils, en allant fouiller, en allant scruter, en allant chercher. Alors pas chercher pour chercher la petite bête, hein, c'était pas le but. À la base, on recherche. D'ailleurs, on va en profiter pour lancer l'appel. On recherche un marketeur. C'est comme ça qu'on s'est aperçu des choses. On recherche activement un marketeur qui est sûr à 3000% de ses tunnels de vente et qui voudrait travailler avec nous. Donc, si parmi vous, il y a quelqu'un, que vous puissiez me contacter, enfin nous contacter. Donc voilà, Ou donc en si vous cherchant des connaissez quelqu'un, profils, hein, ou voilà. si Ou vous si vous connaissez connaissez quelqu'un. quelqu'un, voilà. Donc du coup, en épluchant les profils des gens avec qui potentiellement on voudrait travailler, ben, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de différents euh, ou de, je trouve pas le mot en français, c'est horrible, de divergence, voilà. À savoir qu'on on a des trous dans les CV, on a des histoires qui nous sont vendues quand on recoupe avec ce qu'on entend sur Facebook ou ce qu'on entend un peu partout, qui ne correspondent pas au CV si on le détaille. On a un certain nombre de divergences. Et pour moi, la première chose, quand on parle d'authenticité, ben, c'est déjà de ne pas se mentir et de ne pas mentir à sa clientèle derrière. Alors certes, on me dira que c'est pas grave, que les gens ne recoupent pas, que les gens se moquent de ce genre d'infos. Mais pour moi, il y a une authenticité qui reste importante vis-à-vis du client et qui reste, si vous commencez à vous mentir à vous-même, alors après, ça peut être une stratégie, hein, comme je l'avais écrit la semaine dernière, si vous le faites en conscience, ça peut être une stratégie. Par contre, demandez-vous en tant que client à quoi ça va vous amener cette stratégie. Si le client, si votre coach qui se dit authentique vous ment, vous allez aller où? S'il vous ment à la base sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il a amené là, vous, qu'est-ce que vous allez en tirer comme authenticité derrière? Voilà, c'était un peu les choses qui nous ont titillé la semaine dernière, fortement. Parce qu'on s'est aperçu que dans l'univers du marketing, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout ce qu'ils prétendaient être ou qui n'avaient pas forcément les expériences qu'ils avançaient. Et ça pose un problème parce que quand on va creuser auprès de leurs clients, ces gens-là souvent n'ont pas de résultats. Et ils n'ont pas de résultats parce qu'on vend du vent. Voilà. Et l'authenticité, Mickaël va vous en parler, votre authenticité, elle va se retrouver dans vos produits. Et la première des choses, c'est d'être honnête sur ce que vous savez faire, sur les limites de ce que vous savez faire, et sur le moment où vous passez la main à quelqu'un d'autre. Oui, c'est vachement important, Patricia, parce qu'en fait, comme tu l'as déjà indiqué, je veux dire, avant d'être une entreprise, il y a des humains derrière le business. Vous êtes là, vous, en tant que personne, et c'est sûr que si vous allez vous raconter à vous-même, bon, en général, on ne ment pas sans ne pas s'en rendre compte.
on est conscient de ce qu'on essaye de… D'ailleurs, c'est comme la fable de La Fontaine, hein. Je crois que c'était la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus tellement comment ça s'appelle en français. Ça fait plus d'une trentaine, 35 ans que j'avais lu cette fable. Mais en fait, ça représente de manière métaphorique en fait, la problématique dont on vous parle. Et je veux dire, il n'y a rien de mal à faire semblant jusqu'à temps qu'on le puisse, qu'on soit capable. Mais là, on est plus sur de l'opérationnel que sur un passé, que sur un vécu, etc. Patricia et moi, ça ne nous viendrait pas l'idée d'aller nous inventer un parcours entrepreneurial qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas prouver. Tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on prétend, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que c'est là, Vérifiable. parce que c'est vérifiable, parce Au même que… titre qu'on a pu recouper des infos sur les marketeurs qu'on pensait contacter, que du coup on ne contactera pas, ben ça se vérifie. Je veux dire, moi, mes parcours, il y a des cabis, pardon, il y a des enregistrements légaux auprès de l'administration française, que ça se recoupe. Et puis, je veux dire, après, j'aimerais quand même remettre le truc. Alors, le but, c'était pas de venir titiller, de regarder ce que font les autres. On n'a pas de temps à ça. Ce que je veux Non, dire non, par là, c'est c'était que… vraiment pas le but. Hein. Non, mais c'est ça. Et puis, c'est pas le but non C'était plus vraiment d'accélérer. trouver quelqu'un qui nous correspondait et on est tombé de haut sur certaines choses. Bah oui, parce que je veux dire, quand vous êtes dans l'analyse, et c'est justement ce que je voulais dire sur le plan entrepreneurial, je veux dire, il y a ce que vous aimeriez être, ce que vous aimeriez faire, il y a ce que vous aimeriez atteindre, donc la destination, l'objectif, la vision, appelez-la comme vous voulez, c'est cette vision ou cet objectif, mais ça, c'est ce que vous souhaitez, et il y a ce que vous êtes en ce moment. Et il y aura toujours une différence entre ce qu'on souhaite être et ce qu'on est réellement. Euh, alors, d'en être conscient, c'est l'essentiel, c'est nécessaire. Parce qu'en sachant où vous en êtes à l'heure actuelle et en sachant où vous voulez aller, il y aura toujours une différence, un gap, comme on dit, hein, un fossé. Et ce fossé-là, il faut savoir le boucler. Mais pour le boucler, je pense que le meilleur moyen, c'est de passer à l'action et c'est pas de se créer en fait un palmarès. Et puis Quand on dit, c'est pas de se créer ce qu'on appelle une légende concrètement, voilà, le mot parce légende, c'est qu'après bien. elle vous suit et elle vous encombre. Parce que qu'est-ce que vous en faites quand vous racontez quelque chose, que ça a été diffusé, surtout aujourd'hui c'est diffusé quand même assez amplement, que les gens recoupent les infos et qu'on s'aperçoit que ce que vous avez raconté en 2000, je sais pas, en 2020 ne correspond plus à ce que vous racontez en 2021, que ça ne correspond plus à ce que vous racontez en 2022 sur votre passé. S'il y a bien une chose qui est immuable dans la vie d'un être humain, c'est bien son passé. Donc, que vous expliquiez que vous avez des rêves, que ces rêves, c'est par exemple, je ne sais pas, d'acquérir une maison à Dubaï, hein, c'est un exemple comme ça, ou un appartement à Majorque, pareil, juste un exemple comme ça, ou que vous prétendiez déjà les posséder, ce sont deux choses totalement différentes. Oups. Ah oui, Et c'est là où j'ai un souci sur l'authenticité. Il n'y a pas de mal à ne pas en être là où on veut aller. Parce que reconnaître là où on est, c'est être soi-même. À partir du moment où vous êtes vous-même, où vous correspondez à ce que vous êtes, à ce qui vibre à l'intérieur, il y a de fortes chances que vous puissiez faire le pas suivant. Si vous racontez comme étant quelque chose de passé, ce que vous espérez qui va vous arriver dans l'avenir, il y a un moment donné où le cerveau il brille. Parce que futur, imparfait, présent, machin, ça fait trop. Déjà à l'école, ça faisait trop. Alors là, voilà. Et ça va se retrouver dans les produits, dans votre manière de raconter votre comment ça s'appelle, le storytelling. Ça va vous, quelque part, ça va finir par vous freiner. Parce qu'un jour, les gens, ils vont se mettre à se poser des questions. Et en se posant des questions, ils vont se dire, ah, mais derrière tout ça, il y a un mensonge. Vous ne vendez pas du tout ce pourquoi je vous ai engagé. Et là, on a un problème. Et en tant que coach, si on vous apprend l'authenticité, si on vous emmène sur le chemin de l'authenticité en étant faux, on est juste un très bon commercial et un excellent marketeur. Mais certainement pas un bon coach. Mais c'est pas que dans le coaching, hein, attention. Non, c'est pas dans le coaching, Domaine, c'est dans tous les domaines. La preuve, c'est qu'on parlait, là on a percuté sur du marketing. On a appris très récemment qu'on avait des collègues dans le coaching qui procédaient de la même manière, mais de manière en plus influente, entraînant des conséquences qui ne sont pas anodines pour le client en face.
voilà, il y a une question dans cette authenticité, il y a une question de distanciation et de ne pas vouloir que la vérité qu'on aimerait se raconter à un moment donné devienne la vérité du client et devienne une vérité qu'on va diffuser. Notre vérité interne ne doit pas être divergente par rapport à la réalité de ce qu'on vit. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, moi, je t'ai compris. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à N'hésitez le pas à nous poser des signaler. questions. Et sur le plan du business, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en fait, tout ça, même avant de passer en produit, tout ça, pour moi, c'est de l'opérationnel, c'est du blabla. Et quand je dis blabla, ce n'est pas méchant, mais il faut relativiser. Je veux dire, les choses que vous faites au jour le jour, vous êtes spécialiste. Si vous n'êtes pas, bah, vous jouez dans un bac à sable, ce n'est pas compliqué. Mais si vous êtes spécialiste et que vous prétendez être spécialiste, c'est OK. Après, là, on n'est pas la question. Je pense que tout doit commencer au départ, dès la création de la société. Et durant le cycle de vie d'une société, quand on s'occupe de toute la partie stratégie, 1, 2, 3, stratégie, voilà. Et quand on prépare ou qu'on définit sa stratégie, il est important d'être en clair sur là où on veut aller et là où on en est. Là commence l'authenticité. C'est-à-dire, c'est d'être honnête avec soi-même et de ne pas gonfler sa situation. Ça, on peut peut-être le faire par rapport à quelques clients, par rapport à quelques partenaires, par rapport à la banque. Bien que les chiffres ne mentent pas, et dès que vous rendez un bilan ou des chiffres, les gens ne sont pas bêtes. Si vous dites que vous faites 1 million et que vous en faites que 100 000, le banquier ne va pas vous faire le crédit que vous vouliez, quoi, la ligne de crédit. Hein, on est bien d'accord à ce niveau-là. Par contre, ce qui est important, c'est que vous soyez vraiment en clair sur ce que vous allez définir. La vision, c'est exactement la même chose. Soyez honnête avec vous-même. Si y a des choses parce que vous avez des croyances, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce que votre mère, parce que votre voisin vous disent non, c'est pas bon, c'est pas ça, faites les choses comme vous le ressentez et soyez comme vous êtes. Et je pense que c'est ça que les gens ressentent. Que ce soit un client, pas un client, un partenaire, on s'en fout. Dire avec qui on travaille ou avec qui on passe le maximum de temps, avec des gens qu'on apprécie. Et les gens qu'on apprécie, en général, ce sont des gens qui ont des valeurs Ils n'ont similaires, pas de secret. qui agissent de manière éthique, qui sont honnêtes vis-à-vis de vous et qui… et là, Patricia, j'aimerais que tu nous places ta phrase. Vas-y, tu n'arrives pas à la replacer. Laquelle? Celle que je vous ai sortie si naturellement hier. Voilà, celle-là. Sur le fait que j'arrivais à conjuguer mes paradoxes sans me trahir. Voilà. C'était ça. Le mot conjugaison, c'est l'alliance, c'est la synergie. Et rester Oui. sans se trahir, c'est justement là où je veux en arriver. Et par rapport au business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que les choses sont claires, où vous en êtes et où vous voulez aller, dans le développement, dans la mise en œuvre, être authentique par rapport à ce qu'on a mis en place, c'est exécuter les choses en fonction de ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on a un suivi de manière cohérente du plan d'action. Et comme le dit Karidja, Karidja nous dit surtout qu'on ne montre pas la progression que l'on a eue. C'est clair que la progression, mais c'est là-dessus, au final, qu'on les voit. Parce que la progression, chez tout le monde, elle est visible. Je veux dire, tu prends, bon, je prends toujours mes exemples de sociétés de traduction, puisque je les connais bien. Tu démarres, tu es indépendant. Et puis de indépendant, tu vas passer en EURL. Puis de EURL, tu vas passer en SARL. Et aujourd'hui, si tu regardes, vous allez voir que Fil de la Plume existe toujours, mais qu'elle existe comme une marque d'une autre société qui s'appelle Capsize. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des changements, parce que c'est plus mon activité principale, parce que aujourd'hui la SARL se justifie plus en France, parce que des tas de raisons que tu peux expliquer quand tu regardes mon CV, quand tu regardes mon parcours. À partir du moment où il y a des trous dans le CV, c'est qu'il y a un fossé entre ce qui a été expliqué et ce qui est. À partir du moment où tu formes un tout cohérent, il n'y a pas de trou. Alors, c'est vrai que j'ai une facilité à voir ce qui est incohérent. Ça, c'est… ça aide. Bah oui, c'est clair que ça aide. Quand je regarde un CV, je vois tout de suite. Après, il y a des gens avec qui ça ne me dérange pas de travailler dans certains cadres en conscience avec des gaps dans le CV, parce que je vais chercher quelque chose de précis chez eux. Mais quand on s'occupe, quand on parle de communication, moi, je n'ai pas envie de quelqu'un qui vienne trahir nos valeurs. Tout à l'heure, on parlait en rigolant avec Michael de conjuguer mes paradoxes sans me trahir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un peu du style où tout est son contraire. Hein. Je veux la chaleur mais le froid, je veux
la neige tout en vivant au bord de l'eau. Voilà, j'aime bien les contradictions. J'aime bien ce qui est opposé. C'est blanc ou c'est noir, il y a rarement de gris chez moi. Et je cherche toujours, c'est mon caractère. C'est blanc ou c'est noir, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. J'ai rarement de milieu où, ah ouais, ça fonctionne bof. Je vais bien ou je vais mal. J'aime bien jouer sur les deux opposés. Les deux extrêmes, c'est ma manière de fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma manière de coacher, ben, je vais les retrouver, mes extrêmes. Parce que j'aime bien faire passer les clients de l'autre côté. Non pas pour qu'ils se trahissent eux, mais pour qu'ils aient cette vue périphérique de se dire, OK, là, vous êtes au milieu de la barre. Si on place les curseurs de chaque côté, il se passe quoi dans votre vie? Oui, Michael, t'as bien pas fait. Ouais, ça. Je vois qui. J'essaie de te déstabiliser. Même pas. Même pas vrai. Et donc je vais aller jouer avec ces extrêmes pour permettre à notre client de faire le tour. Le tour de lui, le tour de ce qu'il fait. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand je vais regarder un CV, c'est ce que je vais chercher. On peut avoir des extrêmes. On peut passer d'un métier intellectuel à un métier manuel, d'un métier manuel à un métier... Mais il y a une cohérence. Dans le CV, il va y avoir un suivi, il va y avoir une formation qui va s'être mise entre les deux, il va y avoir peut-être un apprentissage, peut-être un stage. Voilà, il y a une cohérence dans ce qui se passe, dans l'enchaînement. Et ça, déjà, ça va démontrer une certaine honnêteté. Après, quand on débute ou quand on se reconvertit, que ce n'est pas tout à fait la même chose pour moi, on peut avoir 40 ans, se reconvertir, débuter dans une profession, mais on a tout le passé professionnel derrière qui font qu'on n'en est pas au même stade qu'un vrai débutant. On a forcément qu'on va avoir des paliers de progression. Même quand on démarre à 40 ans, notre palier de progression est déjà plus élevé, mais il va y avoir un palier de progression. Et quand on regarde des vidéos, quand on regarde un parcours, quand on regarde le CV, les augmentations, surtout que ça se voit aujourd'hui, je veux dire, les traçabilités, que ce soit Facebook, LinkedIn ou compagnie, c'est un vrai bonheur. On voit qu'il y a une évolution. Et il n'y a pas de mal à dire, il y a eu des moments, il y a des retours en arrière, il y a eu des moments où ça marchait bien. J'ai démarré en telle année et j'ai peiné pendant longtemps. Nos coachés, on ne leur cache pas la réalité. Moi, j'ai eu une année 2017 qui a été catastrophique. Parce que j'ai arrêté trop tôt une activité et que je n'ai pas suffisamment démarré vite l'autre. Ça a été compliqué de joindre les deux bouts. Et puis tout d'un coup, la lumière s'est faite. Ah, miracle. Mais on ne va pas aller cacher la réalité des choses. Ouais. Après, il y a des parcours qui vont se faire plus ou moins rapidement en fonction des capacités d'apprentissage de chacun, des capacités de résilience et puis surtout du niveau d'urgence et de douleur. Et ça, on a beaucoup de parcours aujourd'hui de gens qui ont des réussites qui sont fulgurantes et des chutes qui sont tout aussi fulgurantes. Parce qu'il y a des trous qui n'ont pas été comblés et soudainement, ces trous-là, ça devient des fossés qu'il faut combler au final. Et c'est pour ça que manquer d'authenticité vis-à-vis de son client, c'est risquer d'emmener son client en sa chute. Aussi. S'il n'y a pas d'échec dès le départ, après, je souhaite d'échec à personne. Mais surtout qu'il y a Elodie qui a une question très pertinente. Elle veut savoir où est ta chemise et elle dit qu'il y a dû laisser aller. Mais c'est normal, mais la prochaine fois, il n'y aura plus de t-shirt, quoi. C'est normal. Oh, vivement mercredi prochain, Elodie. Merci d'avoir posé la question. Ah non, mais il n'y a pas de chemise aujourd'hui. Tombez la chemise. Là, on s'en rappelle du morceau. Ah non, mais je me laisse même pousser la barbe. Je vais plus chez le coiffeur. Bon, c'est peut-être parce qu'ils sont fermés. C'est autre chose. Mais bon, voilà. Elodie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Non, je pense que le prochain commentaire d'Elodie, c'est peut-on passer tout de suite à la semaine prochaine. J'en étais où, moi? Voilà, tu m'as encore. Non, c'est rien. T'es comme au foot, toi. Hein. Tu mets des. T'as qu'à avoir des fiches, puis faire comme les journalistes, suivre ta fiche. Ah non, mais attends, à chaque fois que tu me prends la tête avec mes fiches et mes trucs, voilà, j'y vais à l'impro. Eh bien, tu vois, c'est mon paradoxe. J'aime bien la pro et j'aime bien tes fiches. Il y en a quand même qui aiment bien ma chemise. Hein. Voilà. Elodie dit qu'elle se note mercredi prochain. Donc, tu ne veux pas passer tout de suite à mercredi prochain? Bon, voilà, ce coup-ci, tu as un déferlement.
Caréja qui est Ah, mais je multipratique sens la littéraire. vengeance, hein. Il en manque un quand même, je pense. Il manque Michael, les filles. Il faudrait peut-être que vous alliez le chercher. Tutu Michael? Tutu Michael, oui, c'est ça. Michael Tutu, c'est celui-là qui manque. Non, parce qu'il y a tellement de Michael, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que Michael, c'est un peu comme les Jean-Michel, quoi, je ne sais quoi. Il y en a beaucoup, là. Bon, Non, donc on était sur l'authenticité du produit. non, non, pas spécialement du produit. J'étais plus sur la stratégie au départ. Parce qu'avant de passer au produit et tout ça, il faut déjà être en clair. C'est ce que je disais, là où on en est, là où on veut aller. Et je pense que dans le déroulement, bien souvent, il y a un problème de. Bah, je veux dire, bien souvent, dans la mise en place ou dans la mise en œuvre, il y a un problème de suivi de manière cohérente. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on s'est pris la tête sur le plan théorique à planifier les choses et on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, on n'y passe pas tant de temps avec son plan d'action. Et on fait les choses un peu plus au feeling que ce qui est écrit. Et la question que je me pose, ou alors par rapport à l'authenticité, bien souvent, on se dit, la situation n'est pas si grave, ou alors la situation est grave. Et on en parlait encore ce matin dans un coaching avec Patricia, mais bien souvent, quand on analyse la situation, on se rend compte qu'on n'était pas authentique avec soi-même parce qu'on se racontait des films, bien souvent, en se disant que ma situation est grave parce que j'ai tel ou tel problème financier, ou j'ai tel ou tel problème familiaux ou sentimental. Et en expliquant les choses, en abordant les choses, on se rend compte en fait finalement que les choses ne sont pas si graves. Ou alors, de l'autre côté, ça arrive aussi, en mettant les choses noir sur blanc, par des chiffres ou par une conversation, un entretien avec la personne ou les personnes concernées, on se rend compte finalement que eh bien, la situation est beaucoup plus grave qu'on l'imaginait. Alors, ça, c'est l'un, soit c'est l'autre. Je reviens à ce que disait Patricia. Il y a les extrêmes, des fois. Mais en Puis restant parfois, au il y a des milieux, milieu, hein, quand même. il y a des milieux, mais bien souvent, on se met dans un milieu pour rester dans sa zone de confort. Et on se dit, moins j'affronte ou j'aborde la situation, moins je me sens dans une situation délicate qui me pousse en dehors de ma zone de confort et qui demande énormément de confiance et qui me demande d'affronter des peurs, le peur d'accepter la réalité telle qu'elle est des fois. Et c'est ça, être authentique. C'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont. S'accepter physiquement, s'accepter dans son apparence, s'accepter dans son comportement, dans sa manière d'être et sa manière de voir les choses dans son business aussi. C'est accepter aussi ces zones d'ombre. Ces zones d'ombre, les zones d'ombre dans le business aussi, les points où on n'ose pas trop mettre les pieds, comme la cave dans un bâtiment. Bien souvent, on se dit, bon, j'ai une cave, mais on y stagne des trucs. Et au bout d'un moment, on commence à y faire des rangements. Et bien souvent, il y a l'expression balayer sous le tapis certains trucs. Mais balayer sous le tapis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qu'on n'aime pas aborder, qu'on ne veut pas aborder, qu'on n'ose pas aborder. Et ça, c'est un manque Parce que d'authenticité. ça fait mal, hein. Parce que ça fait mal, oui. Mais finalement, ça fait quoi? Moi, j'ai vu souvent des situations. Prenons l'exemple du dentiste. J'ai jamais aimé le dentiste, mais ce qui est clair pour moi, Ah, moi non plus, mais j'y vais régulièrement, une fois tous les 7 ans. oui, parce qu'on se dit il vaut mieux prévoir que guérir. Hop, une fois tous les 7 ans, la carrière a le temps de se développer, hein. Ouais, mais tous les 7 ans, non. Moi, je te parle de 6 mois. Oh là, t'es fou. Il me faut 6 mois pour me préparer à y aller et 6 mois pour m'en mettre, alors. Non, 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 je ne suis pas à ce niveau-là. Ou alors, j'ai su aborder la chose. Et c'est vrai que j'ai une très, très mauvaise expérience en étant môme au niveau des dentistes. Et j'y suis régulièrement pour un détartrage, j'y suis régulièrement pour un contrôle, de façon à pouvoir prévoir plutôt que de guérir. Et cette mentalité, ce mindset, cet état d'esprit, je l'ai développé au fur et à mesure de voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est sûr que je ne suis pas parfait, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que je fais les choses parfaitement, que je suis parfait. Non, mais là-dessus, je me suis aperçu que, et ça, je l'ai aperçu à ma propre échine, c'est-à-dire qu'en laissant traîner les choses, un détartrage, un contrôle, on se retrouve parfois, voilà, parce qu'on n'a pas lavé les dents le soir, la veille, quoi, alors qu'on s'est fait une bonne bouffe avec un bon truc bien sucré à la fin. Et puis, au fur et à mesure, en délaissant quelques lavages de dents, hein, eh bien, on se rend compte qu'on retrouve un abcès un matin avec une joue pareille. Et là, pour moi, personnellement, ça fait beaucoup plus mal que d'aller régulièrement à l'entretien, faire des tartraits, etc., etc. C'est juste un exemple que je voulais vous donner, mais dans le business, c'est exactement pareil. Il y a des thématiques sur lesquelles on n'ose pas trop en parler. De manière, la thématique de la finance, du controlling. Controlling, c'est le contrôle des finances, mais au sein de la société. Et la finance ou la comptabilité, c'est la finance, mais à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, avec les partenaires, avec les fournisseurs, les clients, etc. Vous voyez la différence. Et sur le plan du controlling, bien souvent, on n'ose pas s'avouer que la liquidité n'est pas bonne, que les clients ne payent pas assez vite, ou alors qu'on n'est pas capable de suivre la Allez réclamer, oui. Voilà, parce que en ce moment, c'est bien, je l'avais déjà dit, mais je leur dis, et être authentique par rapport à ses objectifs, c'est assurer, faire tout notre possible pour atteindre l'objectif. Donc, assurer que l'argent rentre le plus rapidement possible à l'intérieur de la société, sur votre compte ou sur vos comptes, si vous avez des comptes partout, comme certaines personnes que je ne nommerai pas. Mais d'un autre côté, vous avez aussi la question des sorties d'argent.
Eh bien, souvent, c'est les obligations. C'est l'électricité, le loyer, ce sont les leasings sur les belles bagnoles qu'on a Les obligé. assurances maladie. Les assurances maladie, les beaux Airbnb, les belles locations, alors qu'on fait croire que c'est les nôtres, etc., etc. Tout ça, c'est un coût. Et Ah oui, alors, tiens, ça c'était le truc que je voulais aborder aussi. ah, mais je te lance des petits trucs pour Merci. qu'après tu repars bien sur tes chapeaux de roue. Mais tout ça, c'est un coût. Et tout ça, si vous ne le vivez pas au moment précis, mais que vous vous liez à des frais récurrents, réguliers, vous amenez un minimum de vie que vous devez assurer. Alors à la fin, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est ce que Comme dit l'assurance maladie. Elodie, c'est que quand on enferme trop de moisies à la cave, à un moment donné, ça remonte et de fuir, ça nous pète au visage. Bon, moi je l'aurais dit que ça nous pète à la gueule, mais bon, elle écrit au visage, donc je fais Elodie ça. est très polie, c'est ce que j'apprécie chez Oui, elle. Elodie, c'est très bon. Non, 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 là ils sont venus, ils sont montés avec Michael et Karidja. Je les cite, hein, je vous donnerai les noms, les adresses, les professions et tout, les comptes bancaires et parce que j'ai tout ça. Ça fait ton travail. Non, non, mais ils se sont alliés là. Ils avaient dit qu'ils viendraient nous pourrir le live, voilà. Bah tu vois, ils l'ont fait. Sympa les clients, hein. Mais ils ont raison. Non, blague mise à part. On en revient à nos locations Airbnb et compagnie. Euh, oui, pour terminer, juste pour pourrir le live, c'est parce qu'on fait un apéro tous les vendredis soirs et qu'ils ont fait le pari de venir pourrir un live cette semaine. Évidemment, par hasard, c'est tombé sur le nôtre. Dans quoi pourrissent-ils ou pourrissent-elles? Parce que je ne vois que. Enfin, je vois Karidja, je vois Elodie, mais je ne vois pas Non, mais Michael. tu vois pas les. Non, non, Michael, à mon avis, il a été retenu au boulot ou il a eu peur. Parce Oui, qu'au parce que final, c'est le plus près de moi, donc c'est le plus accessible. Et puis, tu comme n'as on pas va besoin être de passer par le déconfiné live, il bientôt, t'envoie directement une petite colombe avec un petit message à la patte. c'est ça. À l'ancienne, quoi. Bon, blague mise à part, on en revient à nos Airbnb et à nos manques d'authenticité. On a souvent de magnifiques photos avec des piscines en fond, des baies vitrées colossales, des hôtels pas possibles. Et moi, je me marre parce que très souvent, il y a des hôtels mauriciens dedans. Et on te vend une semaine sous le soleil parfait, c'est pas de bol, c'est pile poil la semaine du cyclone. Donc je sais très bien que les photos, elles n'ont pas été prises, ou que ce sont des montages, ou que ça a été fait avant, ou que ce n'était pas entre guillemets, alors quand ce sont des prises de vue qui ont été faites avant, la limite à la rigueur, mais on sait aussi qu'il y a des villas qui sont louées et qui ne se louent qu'à la journée. Donc on sait très bien que la personne n'a pas pu y séjourner. Puisque c'est aussi un des business de l'île. Et ça me fait toujours sourire parce que les gens se laissent impressionner, se laissent happer par un luxe apparent. Là, on est sur de la poudre aux yeux, on est sur zéro authenticité. Donc, demandez-vous quand vous allez vers des coachs ou des professionnels, enfin, peu importe Prestataire la de profession service. derrière, demandez-vous honnêtement ce que vous allez chercher. Si c'est la poudre aux yeux ou si c'est la formation et l'authenticité de ce que vous vend la personne. Parce que quand on vous vend de l'authenticité et qu'on vous montre une magnifique piscine bleue d'un hôtel dans son villa qui a été loué à la journée juste pour tourner les vidéos, il y a un problème d'authenticité. Quand on fait l'authenticité, vous voyez, on le fait avec de superbes rideaux, hein, comme dans la maison qu'on loue, on a une super grande maison. Quand tu bouges le laptop, ça fait du bruit, c'est pour ça qu'on ne t'entend pas. Non. Il y a Je le dis micro. qu'on a un super beau cadre de vie, entre guillemets, qu'une maison complètement pourrie, parce que dès qu'il pleut ici, bah, tout se décompose. Mais voilà, l'authenticité, c'est ça. Je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas aller m'amuser à aller au Promener bord devant une villa de Cédric d'une Anissette. villa qui n'est pas la mienne, ou même aller me faire inviter chez des copains qui ont des magnifiques villas. Et non, je ne vous vends pas, entre guillemets, ma vie, je vous vends mes compétences. Et très souvent, quand je m'offusque, parce qu'en ce moment, en plus, on récupère pas mal de clients qui viennent d'autres coachs et qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et au final, ils s'aperçoivent qu'ils ont acheté un cadre de vie, ils ont acheté la vie de leur coach. Arrêtez d'acheter la vie de votre coach. Arrêtez de vouloir modéliser, ça c'était le sujet suivant que je voulais aborder, arrêtez de vouloir modéliser les gens. Souvent, j'entends « Ah, mais moi, je modélise la vie d'un tel ou d'un tel ». Vous modélisez quoi? Vous modélisez tout ce qui va laisser transparaître ou apparaître. Vous allez modéliser peut-être sa baraque, enfin la pseudo-baraque qui est louée. Vous allez modéliser la voiture. Vous allez modéliser ses voyages. Vous allez peut-être modéliser ses routines parce qu'il en a parlé.
Vous allez modéliser sa manière de travailler, le sport qu'il ou qu'elle fait. Et puis un jour, vous vous apercevez de quoi? Ben, que ça fait 6 mois que vous appliquez tout ce que lui applique ou elle applique et qu'elle vous montre sur les réseaux sociaux et que vous n'avez pas de résultat. Voire même pire, on en a certains qui se sont mis dans des situations financières inextricables pour modéliser la vie d'eux. Qu'est-ce qui vous manque? Vous pouvez avoir les pensées que les gens diffusent. Si on vous dit je fais des affirmations positives, vous allez vous mettre à faire des affirmations positives. Mais qu'est-ce que vous savez des pensées profondes de la personne? Déjà, des vôtres, la plupart du temps, quand je vous dis oui, ok, vos pensées profondes, c'est quoi? Ah, ben je vais bien. Non. Tu vas bien, t'attires que des merdes dans ta vie. Même ta tartine, elle se barre le matin quand elle te voit. Donc c'est que t'as... Mais non. Le coup de la tartine, tu sais, qui te fait mal démarrer ta journée, c'est ça. Ta tartine, elle se casse la gueule et forcément, c'est du côté de la confiture. Et tu me dis, ta journée, elle commence mal. Non, c'est pas parce que ta tartine, elle est tombée que ta journée, elle commence mal. C'est parce que tes pensées profondes, quand tu as embrayé le matin, elles étaient sur mauvaise journée, mauvaise journée, mauvaise journée, journée pourrie. Donc la mauvaise journée, elle arrive. Pourrie. Voilà. Mais ça, vous n'en avez pas conscience. La plupart du temps, quand je dis à mon client, à mes clients, enfin nos clients, c'était quoi la première pensée du matin? Bon, je suis trop. J'en sais rien. J'avais faim, j'avais envie d'un café. Non, ça, c'est tes pensées conscientes. Ta pensée profonde, elle est inconsciente et c'est celle qui va régir toute ta vie. C'est celle qui va faire que ta journée, elle est pourrie. Donc, tant que vous n'en prenez pas conscience, des vôtres déjà, vous ne savez pas où vous en êtes. En plus, quand vous me parlez de modéliser la personne, qu'est-ce que vous en savez de ces pensées profondes? Ah, elles sont positives. Ah ouais, mais elle se dit quoi? Elle se raconte quoi comme histoire à longueur de journée? Qu'est-ce qu'elle se dit? Ça, vous ne le savez pas. Et si vous n'avez pas cet élément-là, c'est comme de dire, j'ai une super recette de gâteau. Non, on va prendre mieux. Je veux faire du coca. Tout le monde sait faire du coca. Il manque juste l'ingrédient qui fait que coca n'est pas Pepsi, qui fait que coca n'est pas, il y a une autre marque là qui est sortie, parce que cet ingrédient-là, il est écrit nulle part, que c'est le secret. Ah oui, c'est le secret de fabrication le plus protégé au monde, je pense. Et tant que vous n'aurez pas ça, ben vous pourrez essayer de décliner le coca autant que vous voulez, vous ne vous appellerez jamais coca. Bon, en même temps, c'est pas plus mal, hein. Je m'en sers pour épurer mes toilettes. Mais bon, blague mise à part, si vous n'avez pas le truc, le petit truc, vous savez ce qu'on appelle le secret de grand-mère en général, eh ben, vous aurez beau avoir la recette, hein, si vous n'avez pas le secret de grand-mère, et les pensées profondes chez un être humain, c'est le secret de grand-mère, vous ne serez jamais un Tommy Horowitz, même si vous vous habillez comme lui, vous ne serez jamais une Margot Klein, même si vous faites comme elle, vos vidéos sur le balcon, vous caressez un chat noir, un beau chat noir que vous appelez Lily, vous ne serez jamais Margot. Mais c'est pas non plus ce que ces gens-là veulent, hein, faut pas l'oublier non plus. Non, non. Mais disons que très souvent, on a des gens qui viennent nous dire ah, mais j'ai modélisé un tel, j'ai modélisé. Non, tu as modélisé ce que tu vois ou ce que tu crois savoir. La modélisation, elle ne fonctionne pas. On peut modéliser un processus, on ne peut pas modéliser un être humain. Un être humain, ce n'est pas un processus. Ou alors une réussite. Hein, parce que certains essaient de modéliser la réussite et ce n'est pas faisable. Oui, on peut. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On ne peut pas modéliser la réussite puisque la réussite, elle va partir de l'être humain. Non, mais on en parlait il y a encore quelques jours parce que c'est vrai que dans ces analyses, on se dit, de toute manière, ce n'est pas compliqué. Celui qui essaie d'arriver et qui essaie d'industrialiser un certain domaine qui est très humain, très individuel, il a perdu d'avance. L'idée de business, on peut oublier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui s'amène avec on va dire une approche standardisée, modélisée, la manière dont j'ai réussi va être la manière avec laquelle vous allez réussir. Mais toi et moi, on n'est pas pareil. Ben non. Mais toi et moi, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vision, on est peut-être dans le même domaine, mais on n'a pas les mêmes besoins. Mais attends, je suis sûr que ces gens-là répondent, et je ne vais pas donner de nom, mais il y en a, on les connaît. Mais on est tous les deux coachs. On est tous les deux peintres, mais moi je suis peintre. Toi, tu es peintre en bâtiment, et moi je fais des toiles. Voilà. C'est pas la même chose. Donc la manière dont tu vas acquérir tes clients, tes objectifs. Mais même quand tu fais des toiles, je veux dire, tu n'as jamais de toiles qui sont pareilles. Non, mais même sans parler du résultat au niveau produit, je te parle de l'approche en général. Oui. Et le fait de modéliser un modèle, de modéliser une réussite ou alors une approche de réussite. D'ailleurs,
on le voit dans tout type de produit, quoi. Je veux dire, tu peux jamais, et même si tu essayes de dire aux gens, bah, il faut que tu fasses les choses comme ça, qu'est-ce qu'ont faire les gens? Les gens vont faire autrement. Pourquoi? Parce que ça ne va pas passer. Ça va passer par rapport à tes besoins, ça va passer par rapport à tes valeurs. Il y a des choses qui t'acceptera pas. Il y a des gens qui diront, je veux pas construire un empire, mais je veux construire un plus petit truc. Il y en a d'autres qui diront, je veux On construire... va aller plus loin. Si tu modélises, admettons, on en connaît sur le marché qui savent très bien reproduire, faire des copies conformes de ce qui se fait aux États-Unis, qui font ça extrêmement bien parce que c'est un don. Hein. Être capable de copier un système pour qu'il fonctionne mieux que l'original, c'est un don. Là, il y a de la modèle, là, pour qu'il fonctionne déjà, mais pour qu'il fonctionne encore mieux, il y a un don. Il y a une véritable compétence derrière. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle est vraiment authentique? Parce que quand vous reprenez le produit de quelqu'un d'autre, que vous le remettez en copie conforme juste dans une autre langue au final, est-ce que ça s'appelle de l'authenticité? Ça s'appelle de la compétence, ça s'appelle du savoir-faire. Mais est-ce que ça s'appelle de l'authenticité? J'en suis pas sûre. Donc après, comment vous voulez être authentique en partant d'un modèle ou d'une copie de quelque chose qui déjà ne l'est pas? Comme j'avais eu à mon mariage, on avait eu un magnifique tableau sur lequel il était écrit à l'arrière certificat d'authenticité de copie. C'est une copie authentique. Voilà. Ça n'a pas été copié d'une copie. C'est une authentique copie. Voilà. Et là, c'est ce qu'on a. On a une authentique copie, mais est-ce que la copie authentique est finalement une authenticité? Voilà. Vous avez 4 heures. C'était une copie de copie, en fait, quoi. Une authentique authenticité. Parlons d'authentique authenticité, Patricia. Voilà, on a trouvé un nouveau mot. On va créer du vocabulaire, nous. Ça, c'est assez impressionnant, quoi. Non, mais c'est ça. Et je veux dire, sur le plan business, c'est d'ailleurs là que tu vois si les gens font les choses de manière profonde, avec des valeurs profondes, ou si elles font ça tout simplement pour atteindre un statut financier ou un statut de vie, quoi. Après c'est OK aussi, mais à condition d'être honnête. Mais c'est ça. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui me disent, moi, je fais ça. Et on a des collègues, des confrères, non, pas vraiment des confrères, on a des dirigeants d'entreprise qui nous disent, moi, je fais ça dans le but de m'enrichir pendant 10 ans et dans 10 ans, je vis mon rêve. C'est OK. Mais c'est authentique après, parce que tu le dis et tu fais comme tu as dit. Tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Et c'est OK. Là, il y a l'authenticité. Voilà, mais par contre, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on le fait pour aider les gens, alors que le but derrière est juste de s'enrichir et de faire croire que. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a un certain nombre de personnes qui sont en quête d'authenticité, qui sont en recherche de quelque chose de vrai. Et bizarrement, ces gens-là puis cherchent, d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'ils sont tellement en manque de quelque chose de vrai en eux, qu'ils vont aller vers des gens qui prônent l'authenticité mais qui ne le sont pas. C'est assez drôle. C'est le constat qu'on a fait sur les clients qu'on a récupérés ces 2 dernières semaines. Tous ces gens-là qui sont en manque de savoir qui ils sont, parce que quand on n'est pas authentique, en réalité, c'est pas qu'on a un souci, un besoin pas complet, c'est qu'on ne sait juste pas qui on est. Et il n'y a rien de mal à ça, hein. C'est 90% des êtres humains. C'est pas, on se perd tous à un moment donné entre l'ego et les accidents de vie. Donc ça, c'est OK, il n'y a pas de critique à ce niveau-là. Mais on s'aperçoit que ces gens-là ne savent tellement pas qui ils sont, qu'ils arrivent à prendre comme coach des gens qui vendent de l'authenticité sans l'être. C'est assez marrant de voir comme le manque appelle le manque. Mais même sans parler de coaching, parce qu'on revient souvent au coaching. Oui, je reviens au coaching, mais parce que j'ai... Mais sur le plan business, il n'y a pas que des coachs. Non, il y a dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Bon, ça, on en est conscient qu'il n'y a pas que des coachs, c'est clair, parce qu'il y a tellement de professions sur le marché mondial, c'est clair, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire par là, c'est que... Ah, là, monsieur le député. Le fait que vous fassiez, ou qu'on fasse, il y a eu des situations dans ma vie où je me suis retrouvé par exactement le même résultat. J'ai besoin de ceci, croyant, hein, c'est des croyances. On avance, on avance, on avance, on y arrive. Et c'est un peu comme quand on se dit, voilà, je vais faire ceci, et puis une fois que j'aurai mangé ceci ou j'aurai eu cela, je serai beaucoup plus heureux, ou je serai beaucoup plus en forme, je serai différent dans les émotions, ce sera mieux. Et finalement, on se rend compte qu'en atteignant les choses, en fait, on n'est pas mieux. Et ce que je voulais dire sur le plan business, et je l'ai rencontré moi-même, et je l'ai rencontré dans beaucoup, beaucoup d'entreprises où j'ai pu livrer mon expertise, c'est qu'en fait, bien souvent, les gens et les dirigeants et les dirigeantes, et puis même les employés, parce que c'est tout un système, c'est humain, et bien en fait,
finalement, se retrouvent à être malheureux, mécontents. On en arrive à la thématique d'Élodie avec le burn-out. De l'autre côté, on a le bore-out, parce que les gens se disent « Ouais, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'arrive dans des situations et je me fais tellement chier au boulot qu'à la fin, ça me fait chier et que j'ai rien à faire et qu'à la fin, j'arrive à un bore-out. » Donc, le contraire du burn-out. Et, enfin, du moins, de ma compréhension, si Élodie, je me trompe, tu peux me corriger à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui en font. On va trouver l'utilité plutôt que de pourrir le live. Et toc. Et de l'autre côté, tu as les gens qui, finalement, sont dans l'autre extrême. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a l'extrême de on se fait chier et il y a l'extrême de j'ai même pas une minute pour boire mon café et je suis stressé par un chef qui vient mettre sa pression et sa mauvaise humeur sur moi et qui est frustré parce que, voilà, il est dans l'ego. Et moi, finalement, en tant qu'employé… il parle de moi. Ah non. Mais toi, je suis ton employé. Mais je t'embête. Mademoiselle, voyons. Voilà, là, il a tout dit, je lui pardonne tout. Voilà, on y va au charme. Et finalement, on se retrouve dans une situation où on est malheureux. Et moi, je l'ai vécu. Parce qu'en fait, on se crée… Moi aussi, sauf que j'étais ma propre chef. Mais c'est normal. Mais, je veux dire, à la fin, c'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui t'es mis dans cette situation, dans cet environnement. Que tu veuilles à tout prix être secrétaire, c'est OK, parce que ça te plaît d'être en contact entre la direction et de faire… Bien souvent, la secrétaire, c'est le lien entre la direction et l'opérationnel. Et ces gens-là sont beaucoup plus compétents que tous les managers qu'il y a derrière parce que c'est des gens qui savent communiquer. Et le problème, ce n'est pas la profession, c'est l'environnement. L'environnement humain, mais l'environnement organisationnel et procédural. Et si le système ne te plaît pas, tu n'es pas à ta place. Mais ça veut dire que la profession est merdique, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon environnement et que tu peux vraiment t'épanouir dans un autre environnement. Mais quand tu es tout seul, tu peux te regarder tout seul dans la glace le matin ou toute seule et te dire, voilà, qu'est-ce que je ne fais pas bien en ce moment, qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Et finalement, je veux dire, en étant conscient de ce qu'on peut faire mieux et qu'on n'en est pas heureux de la situation. Parce que quand on réfléchit, même si on a beaucoup tiré aujourd'hui sur certaines personnes, mais finalement, qui est le plus heureux entre nous? Est-ce que ce sont ces gens-là ou ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment? Est-ce que c'est nous ou c'est eux? Et finalement, je veux dire, certains j'en connais, d'autres j'en connais pas et je ne veux pas les connaître pour autant, mais celles ou ceux que je connais, des fois ça me fait mal au cœur parce que je me dis mince, mais comment tu as pu en arriver là, quoi? Parce qu'à la fin, ça reste une personne qui a des rêves. Avec en souffrance. Mais qui se rend compte, voilà, c'est ça. Et qui se dit merde, mais bien souvent, quand on se rend compte du mensonge, c'est parce qu'en fait, on est persuadé qu'on en est capable, mais on n'en est pas capable de le mettre en place. C'est pour ça qu'on lutte tous sur le comment. Bien souvent, ce n'est pas sur le pourquoi, sur le comment. Parce qu'on se dit merde, mais je ne sais pas. Comment je peux faire pour avoir ma Ferrari? Parce que je vais à tout prix avoir une Ferrari, que ça me compte. Attends. C'est marrant ce que tu dis parce que toute la période où, entre guillemets, où j'étais bien comme traductrice et compagnie, je ne me suis jamais posé de questions sur comment j'allais acquérir des clients. Je l'ai trouvé majoritairement dans mon ascenseur, c'était un truc de fou. Alors que j'avais mon bureau au rez-de-chaussée, hein, Patricia? Non, j'étais quand même au 3e étage, mais c'est fou le nombre de clients que j'ai closés dans mon ascenseur. Ou en descendant juste à la boîte aux lettres. Voilà, ça venait tout seul. Et du moment où… Dans l'ascenseur, mais réfléchis, quoi. Je veux dire, des fois, on se prend la tête à essayer de contacter des gens, à les persuader, à les convaincre, alors que ce n'est pas ça du tout. Dans un ascenseur, explique-nous. Moi, je connais l'histoire, mais dans un ascenseur… Et simplement mon voisin qui était responsable de ce qui, à l'époque, n'existait pas encore, qui était Vebron, qui allait se développer, enfin, qui n'existait pas encore, qui était une toute petite structure. Comment c'est Qui a vu sur mon appli, j'étais contente parce que j'arrivais de l'URSSAF à l'époque et il me demandait ce qui me rendait joyeuse, donc je lui ai dit. Et là c'était vraiment en toute authenticité. Je m'installe comme traductrice. Voilà, j'étais contente, j'étais heureuse. Et il m'a dit, écoutez, j'ai un dossier à faire traduire. Ah, ok, moi je veux bien. Il est arrivé, moi je m'attendais à un dossier d'une vingtaine de pages, il est arrivé avec 3000 pages. Mon premier contrat, c'était juste un chèque de 100 000 francs à l'époque. Tout de suite, forcément, quand vous arrivez avec « je viens ouvrir un compte pro » et « ah j'ai un petit chèque à vous remettre », forcément, ça vous donne de l'appui au niveau de la banque. Ah ouais, hein, et puis il y en a eu 2 autres derrière. Non, mais blague mise à part, j'avais aucune difficulté à trouver les clients. Et du moment… Tu n'étais pas focalisé là-dessus, hein, si je te comprends bien. Je sais, mais pour que ce soit clair pour celui qui nous regarde… Non, je n'étais pas focalisée, je venais juste d'aller m'inscrire à l'URSSAF. Donc,
À l'époque, Internet commençait. Hein, quand on pédalait vite, on arrivait à 312K. Non, 56K au démarrage. J'avais commencé à repérer des entreprises dans la région en me disant, bon, bah voilà, je vais commencer lundi, mardi. Bon, bah non, c'était un milieu de semaine, c'était bon. Le jeudi, j'avais du boulot. Le vendredi, je déposais mon chèque à la banque. Mais je pense, Patricia, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que c'est ce qui pourrait, on en a déjà parlé, on le sait très bien, quand on en parle dans les coachings, c'est ce qui intéresse les gens, c'est dans quel état d'esprit et dans quelle émotion étais-tu à ce moment-là précis? Est-ce que tu peux... J'étais dans la joie, j'étais contente, j'étais émerveillée, j'avais cette espèce de fou qu'on a quand on a 20 ans, je réalisais un rêve, celui de me mettre à mon compte. Après, je n'avais pas encore testé, bon, même si je connaissais bien le milieu, puisque mes deux parents étaient experts comptables, donc je savais qu'impliquait d'être entrepreneur. Mais dans la tête, tout allait être facile. Et comme dans ma tête, tout allait être facile, tout a été facile. Et du moment où j'ai commencé à me dire, je me fais chier, et ce moment, il a une date, hein, il s'appelle le 7 octobre 2007, parce que c'est la date précise où le Parlement français a ratifié le protocole de Londres qui interdisait la traduction des brevets. Et là, mon univers, alors même si on le savait que ça nous pendait au-dessus de la tête depuis les années 2000, hein, depuis le début de l'année 2000, le gouvernement avait toujours dit qu'il ne le signerait pas. Et là, soudainement, la nécessité de traduire voilà, monsieur le député est passé, le Parlement ratifiait ce protocole. Ça impliquait quoi? Ça impliquait plus de traduction. À l'époque, c'était 90% de mon chiffre d'affaires. Alors personnel, parce qu'on était deux, et que exprès, quand j'ai embauché Christophe, je l'avais mis sur autre chose. Moi, je m'étais gardé les brevets d'invention en me disant, le jour où ça tombe, le poste de Christophe est assuré, moi, j'ai la capacité à savoir me retourner. Sauf que, en effet, j'ai eu la capacité à pouvoir me retourner, j'ai vite retrouvé d'autres contrats, d'autres choses, un autre domaine. Sauf qu'il n'y avait plus la petite étincelle, il n'y avait plus le petit truc. Et de là, en l'espace de, tout cassé 6 mois, et ben, je me suis mise à peiner à trouver des clients. Et mon obsession est devenue comment je renouvelle ma clientèle. Donc, focaliser là-dessus. Focaliser là-dessus. Alors, je devais quand même avoir une partie de moi qui me disait autre chose, puisque c'est également la période où j'ai eu des opportunités autres, notamment du coaching, qui se sont présentées. 2007, c'est l'année où, au final, tout va basculer, ça se démonte d'un côté et ça se reconstruit de l'autre. Et je dois garder quand même quelque part, même si je me fais, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, je m'emmerde royalement, je vais au boulot et encore, je n'y vais pas plus tous les jours. Ça va que j'ai des équipes qui tournent, qu'à l'époque, j'ai 2 sociétés de traduction. Ça va que j'ai des directeurs, enfin des seconds qui travaillent super bien et qui n'ont pas besoin de moi, qui sont autonomes, parce que d'une présence de tous les jours, je passe à une présence tous les 2 jours, parce que je n'ai pas envie. Alors, je bosse de chez moi, mais je n'ai pas envie. Donc, ce qui fait qu'au final, au lieu de bosser 8 heures en étant concentré, je vais bosser 16 heures en n'étant pas concentré. Mais mon focus, je m'aperçois à ce moment-là que tout ce qui était simple devient compliqué. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de ressorts et beaucoup de répondants. Donc, à l'époque, il y a d'autres choses qui se mettent en place et je vais prendre ces opportunités-là. Et c'est ce qui va faire au final que j'en suis là aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a un retournement qui, même s'il n'a pas été aisé, s'est fait quand même. Mais ça c'est parce que les pensées profondes sont plus positives que les pensées superficielles qui, elles, étaient négatives à l'époque. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je ne renverse pas ma tartine. Je pense que c'est vraiment un élément important, justement, pour en arriver à la fin. Parce la conclusion. Voilà, j'ai un rendez-vous après. Mais je pense que c'est une très, très bonne conclusion et c'est justement la partie business que je voulais amener. Mais je pense qu'un exemple comme celui de Patricia montre vraiment la situation. C'est assez marrant parce que Patricia et moi, il y a beaucoup de choses qui... on ne s'est pas rencontrés par hasard. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une autre personne. Mais finalement, 2007-2008 a été une grande partie de changement, une période où il y a eu énormément de changements dans ma vie. Et début des années 2000 aussi, et c'est là que Patricia s'est lancée aussi, enfin avant les années 2000, et moi c'est pareil. Et il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de parallèles, on va dire. De parallèles, oui. Et c'est ça qui est assez intéressant, et ça on le retrouve, c'est pas unique et c'est pas un hasard. On retrouve chez beaucoup de monde. Il y a souvent des schémas qui reviennent chez beaucoup de gens qui évoluent. On évolue tous plus ou moins au jour le jour.
et puis au fur et à mesure qu'on vieillit et puis qu'on avance, parfois on avance de 2 pas et on recule de 3 pas. C'est comme ça dans le business. On a eu, Patricia et moi, beaucoup, indépendamment, bien évidemment, parce qu'on n'a pas toujours travaillé tout ensemble, mais on a eu des échecs. C'est ça qui. Il faut voir les échecs toujours Et, comme une partie de la réussite, en fait, quoi. Ça et fait juste partie de l'authenticité, quoi. pour terminer ça, toute la période où ça a été très difficile, il n'y a eu quasiment pas d'acquisition de clients. Je suis restée sur les clients déjà existants, j'ai développé la partie coaching à côté. C'est tout à fait correct. Et depuis 3 ans, 2 ans et demi, on va dire, que ça va très très bien dans le coaching, ma société de traduction, mais je ne suis plus du tout focus dessus. Je ne cherche pas comment je vais tourner des clients, elle tourne toute seule. Ah bah oui, voilà. J'ai constamment des nouvelles demandes, il y a constamment... Voilà, mais je ne suis plus focus dessus. Mais ça demande du temps, hein. On est bien d'accord, parce que quand tu lances ton activité et que... même ton exemple au départ, je veux dire, je pense que le fait de savoir que le business doit tourner, je veux éviter la tendance qu'on a eue en ce moment avec le Covid, de dire, oh, il faut bien que je me concentre sur autre chose, c'est pas le bon moment, ceci, cela. Ça pourrait être une approche pour éviter ce genre de choses. Je vais donner un élément qui est fondamental. Au fil de la plume, je l'ai créé, j'étais en 4e. J'avais dit, si je dois me mettre à mon compte, soit je ferai un restaurant qui s'appellera Au Petit Plat Brûlé, soit je créerai une société de traduction qui s'appellera Au Fil de la Plume. Donc, j'avais 14 ans, c'était dans ma tête, je savais comment j'allais le faire, je savais quel type de client j'allais travailler. Tout ça, c'était... Alors, ça peut paraître idiot, mais avec le recul, je n'ai fait qu'attirer ce que je voulais. Parce que je voulais travailler dans le domaine médical, je voulais de grosses sociétés, et Bebron va devenir l'une des plus grosses sociétés, notamment dans l'hémodialyse. Et au final, j'ai attiré ça. Mais j'ai attiré quelque chose que je désirais ardemment depuis que j'étais en 4e et que j'avais dit je vais être interprète. Et je ferai ça, et je ferai ça, et je me mettrai à mon compte, et je travaillerai comme ci, je travaillerai comme ça. Donc, il y a ce paramètre-là qui fait que du moment où j'ai eu mon papier d'URSSAF, je n'ai jamais douté une seule seconde que tout allait se dérouler comme je l'avais prévu. Mais les choses étaient claires. Ah, les choses étaient claires. C'est depuis l'âge en 4e, je ne sais pas quel âge que tu avais en 4e, quoi, mais enfin bon. J'avais 13 ans. 14 ans, 13 ans, 14 ans. Presque 14 ans. Si on n'a pas redoublé tout ça, bon, entre 14 ans et tu t'es mis à ton compte à 21 ans. 23 ans. 23 ans, donc voilà. 23 ans, j'ai, si tu veux, à partir 9 ans de préparation. Je me suis dit, je veux faire une école d'interprète. J'ai fait mon école d'interprète. Je me classe première des non-bilingues à l'époque, ce qui était quand même relativement bien. J'étais 22e sur un concours en été 2000. Et là, c'est pareil, c'était le mental, parce qu'il y a eu des moments où j'ai senti que je décrochais pendant le concours. Mais non, là, c'était tellement ancré qu'au final, tu arrives à passer le cap. Et puis après, je fais mes études d'un trait parce que pour moi, c'est une évidence. Et à la fin de mes études, je refais une école de commerce parce qu'il manque des choses. Puis que mon papa, il m'avait dit que j'avais le droit à 6 ans d'études. Alors, j'ai épuisé mon bagage. Et sortant de là, pour moi, c'était une évidence que je me mettais à mon compte et qu'à partir du moment où je me mettais en compte, ça allait aller tout ça. Donc en fait, tu as fait, comme on le dit toujours, et c'est ce qu'on prône en fait au niveau au niveau de Successful Parentpreneur. Mais non, c'est de la visualisation, mais c'est le fait de faire les choses en fonction de qui l'on est. Et pas essayer d'être ce qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'une profession, je veux dire, c'est comme dans le cinéma, ce genre de choses. Oui, on est dans un rôle, mais finalement, il s'agit d'être soi-même. Et pour revenir à l'authenticité... On n'est pas dans un rôle. Non, mais je parlais de comédien. Hein. Je parlais de comédien quand tu étais dans un rôle. Mais justement, c'est au moment où je suis passée dans un rôle que les choses ont commencé à... Parce que j'avais des employés, parce qu'il fallait que j'amène des clients et que soudainement, je suis passée dans ma tête de la traductrice indépendante à succès à la chef d'entreprise qui devait faire perdurer le succès. Et je me suis mis un poids sur les épaules qui était celui de... j'ai des employés. Et si moi, je me pète la gueule, c'est mon problème, mais je n'ai pas le droit de les entraîner là-dedans. Mais c'est justement là où je voulais en arriver, Patricia, parce que moi, c'est ce que j'ai rencontré auprès des moyennes et grandes sociétés ou multinationales où j'ai eu la chance de livrer mon expertise. C'est que bien souvent, tu rencontres des gens, bon, déjà, tu es impressionné parce que c'est quand même le directeur général de telle ou telle boîte ou de telle multinationale qui a je ne sais pas combien de succursales dans le monde. Et finalement, tu te rends compte que quand tu regardes, c'est justement ce qu'on disait au départ, quand tu regardes le parcours, le cursus d'une direction, d'un appareil directionnel dans les grandes sociétés, bien souvent, tu es en deuxième ligne
Et c'est marrant parce que beaucoup se profilient avec le fait de se dire bah, je vais pouvoir devenir directeur général ou directrice générale, hein, il y en a, et c'est bien aussi qu'il y en ait de plus en plus, je trouve. Et finalement, moi, je me suis aperçu que la plupart ne le voulaient pas. Et bien souvent, parce qu'on n'a pas le choix, des fois, on est nommé par un comité. Hein, et à la fin, on se retrouve dans le statut. Je l'ai vécu moi-même au sein du groupe où j'étais. Et on se retrouve à la tête. Bon, je n'étais pas à la tête, j'étais en deuxième ligne, attention. Hein. Mais par contre, même en étant en deuxième ligne, c'est la même chose. Vous avez des responsabilités. Quand vous glissez, quand vous arrivez, enfin, on ne glisse pas vers le haut, attention, c'est métaphorique quand je dis ça. Hein, mais on se dit, mince, est-ce que je veux vraiment être là? Et bien souvent, on vous met dans un rôle, vous vous mettez vous-même dans un rôle. On en parlait la dernière fois avec Patricia au niveau du. Et des fois, il y a un environnement aussi entrepreneurial qui te met la Oui, mais c'est pression parce qu'on qu'il y a des accepte. mauvaises valeurs. C'est parce qu'on l'accepte. Oui, mais bien évidemment. Mais si le poste, il faut l'accepter. Tu as le droit de Mais bien refuser, bien sûr. évidemment. Mais en Non, non, mais on est l'acceptant, d'accord. Mais tu te en mets dans une acceptant, situation, oui. tu te mets dans une situation où finalement tu te rends compte, et je le voyais ce matin, et ça va être mon mot de fin parce qu'il va falloir que je parte malheureusement. La directrice de SAP, SAP qui est un des plus grands fournisseurs de logiciels de gestion, de logiciels de gestion d'entreprise au monde, SAP. J'ai eu beaucoup de contacts avec eux parce que je travaille avec eux et j'ai prôné leurs produits pendant pas mal d'années. Et finalement, la directrice, il y avait une double direction au niveau des SAP et cette directrice a quitté sa position. Et finalement, moi, je ne la voyais pas spécialement dans ce rôle-là et ça s'est justifié parce qu'elle n'était pas à 100% dans son truc. Et je pense qu'à la fin, elle l'a fait parce qu'elle ne pouvait pas être authentique. Et on le connaît dans la politique, on le connaît dans certaines positions. Des fois, on est obligé, parce qu'on a dit oui, on est trop con ou trop conne de dire non. Et en fait, des fois, on va tellement loin qu'on on devient plus, on n'est plus authentique face vis-à-vis de soi-même, on n'est plus authentique vis-à-vis de ceux avec qui on a un rapport. Et voilà, ça amène nulle part et c'est du temps de perdu. Voilà, c'est ce que je voulais dire en mot de fin. Donc, soyez vous-même. Soyez vous-même et puis faites des produits qui vous ressemblent et faites pas des choses qui ne vous ressemblent pas. Voilà. C'est ça. Sur ce, Mickaël, à la semaine prochaine. Évidemment, on ne dira pas qu'on part parce qu'on n'en sait rien. Ah si, juste une chose avant. On cherche toujours un marketeur. Et la deuxième chose, il y a un webinaire, il y a un lien qui traîne quelque part sur ma page. Je vais essayer de le faire remonter en surface. Il y a un webinaire que l'on organise en salle close, par contre, la semaine prochaine, jeudi prochain, avec Carole, sur se reconnecter à sa souveraineté quand on est dirigeant ou chef d'entreprise. Un peu dans l'axe d'aujourd'hui, mais en plus profond et plus spirituel. Voilà. Bisous à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Ah oui, ça c'est bien, merci de nous avoir suivis. À la Yves Mourouzi, tu sais. À la prochaine fois.